Et quand je me suis retrouvé là, ce jour-là, ça m'est revenu vraiment. Voilà, j'avais ce rêve d'aller faire des explorations inédites en Antarctique. Et j'ai compris ce jour-là qu'il fallait vite perdre nos illusions de confort et même de plaisir. Voilà. Comme quoi, des fois, les rêves ne vont pas dans le même sens que le plaisir. Pas qu'on soit maso, mais que quand on a envie d'explorer, avant tout, il y a un moment donné, ça peut aussi être autre chose que du plaisir. Donc je viens vous parler de cette expédition en Antarctique. Un mot quand même sur le contexte. Cette expédition a démarré, non pas, une fois n'est pas coutume, pas à mon initiative, mais à celle de Luc Jacquet. Luc Jacquet, c'est le réalisateur de La Marche de l'Empereur, ce film qui avait reçu l'Oscar à Hollywood en 2005. Et sur la scène des Oscars à Hollywood, il y a plus de 10 ans maintenant, il avait fait une promesse, celle de revenir voir ses manchots 10 ans plus tard. Où en serait-il 10 ans après ce film qui lui avait apporté tant de bonheur et qui avait eu tant de succès? Et son idée originale et très flatteuse pour moi et d'autres a été de dire mais je ne vais pas juste retourner à nouveau vivre cette émotion immense que j'ai eue avec les manchots. Ce qui va m'intéresser moi en tant que cinéaste, c'est d'aller filmer l'émotion de deux autres personnes qui vont avoir leurs propres émotions en regardant les manchots. Vous voyez la démarche, c'est une mise en abîme en fait. Voilà son idée de départ et j'ai eu la chance d'être un de ces deux photographes. L'autre photographe c'était Vincent Munier. Il l'a invité pour venir photographier les manchots sur la glace et moi évidemment pour photographier sous la glace. Alors, et comme moi je suis jamais satisfait en fait, pour tout vous dire, quand il m'a invité à ça, je dis évidemment merci beaucoup, mais laisse-moi, voilà, les manchots d'accord, c'est un peu l'exercice imposé, vous savez en patinage il y a exercice imposé, exercice libre. Voilà, exercice imposé, ok, les manchots. Je ferai de mon mieux, je te le promets. Mais exercice libre, laisse-moi explorer les grandes profondeurs de l'Antarctique, laisse-moi venir avec mon équipe, même avec mes sponsors à moi, c'est-à-dire mon horloger suisse, Blancpain, qui suit toutes mes expéditions, mais aussi Aqualung, Sicam, Nikon, enfin tout ce qui a fait que mes expéditions existent aujourd'hui. Je dis laisse-moi venir dans ton expédition avec mon expédition pour aller explorer les grandes profondeurs, parce que tu verras, il y a un univers hallucinant et inédit à montrer aux gens. Évidemment, il était plutôt d'accord qu'il y ait autre chose à montrer pour qu'il allait nourrir cette aventure. Mais c'est vrai que quand on s'approche du continent, ben voilà, c'est dur, il fait froid, de plus en plus froid, il fait surtout de plus en plus mauvais, le ciel devient noir, et j'avoue que on a vite perdu nos illusions au fur et à mesure qu'on s'approchait. Et puis ça revient soudainement. Quand on arrive en Antarctique, on arrive aussi dans l'anticyclone antarctique, il fait beau, étonnamment beau, il fait souvent ciel bleu, et on est accueilli. Une fois qu'on a passé le pack, les animaux sont là, les icebergs tabulaires, et on arrive enfin près du continent. Voilà. Alors je mentirais si je vous disais qu'on a vécu comme ça pendant 2 mois et demi. Nous étions en fait hébergés par la base française du Mont d'Urville en Terra Deli, c'est-à-dire exactement au sud de la Tasmanie. Et ça c'était nos camps avancés lorsque nous allions plonger. Quand on arrive en Antarctique, évidemment, on est tout de suite accueilli par les manchots qui sont partout. Alors il y a des règles très strictes. Vous devez rester à plus de 20 mètres des manchots. Nous, on est disciplinés. Alors là, sur le coup, moi j'ai fait des études, je suis allé à l'école, je suis quelqu'un de très discipliné. On a fait le jeu. Le problème, c'est que c'est les manchots qui viennent nous voir. Alors la première fois, on était gênés. Alors on a défait tout le temps, on s'est redéplacé encore. Et puis ils sont revenus. Au bout d'un moment, on a compris que ça se passait différemment que dans les règles.
L'autre chose qui est surprenante, au-delà de cet accueil, n'oublions pas qu'on est dans un pays où ils n'ont jamais vu de chasseurs. C'est la grande différence avec le pôle Nord où il y a des millénaires de présence humaine et de chasse. Là, ces animaux n'ont jamais été chassés, si ce n'est au cours des dernières décennies, juste après l'après-guerre, et puis ça s'est vite arrêté aussi. Donc il n'y a pas ça dans l'argent. L'autre chose qui est fascinante au-delà de cet accueil des animaux sauvages, c'est l'extrême limpidité des eaux. On était au tout début, c'est le premier jour. Nos 4 tonnes d'équipement n'ont pas encore été déballées. Il va falloir plusieurs jours pour qu'on puisse vraiment plonger. Mais l'eau est tellement claire, on part avec un Zodiac et je me penchais juste du bord du bateau. Ces photos sont faites sans avoir plongé. Et à peine le dôme hémisphérique de mon appareil photo trempe dans l'eau et on voit tout de suite cette transparence incroyable. Ces eaux d'une limpidité et d'une pureté. Je ne connais pas d'autre endroit dans le monde où, dans 2 mètres, là, j'ai juste les bras qui tremblent dans l'eau. J'aurais d'ailleurs les mains gelées dès le premier jour à cause de ça. Où dans les premiers mètres, la roche est totalement nue. On voit les veines du granit, de ces roches magmatiques, en fait. On voit la roche elle-même, les cristaux de granit qui sont là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes là après la nuit polaire. Il vient de se passer 6 mois de nuit. Le plancton est mort définitivement. Pas une algue a pu se développer. Et c'est des images éphémères puisque quelques semaines après, tout ça va être recouvert d'un petit gazon vert. Et l'eau va devenir planctonneuse, bien sûr, pour nourrir cet écosystème. Mais nous avons eu la chance, nous avons tout fait en vérité pour arriver très tôt dans la saison. Donc il fait froid, mais l'eau est claire. L'eau est très claire. On peut voir, alors c'est une période un peu difficile où souvent la glace part. Là, vous voyez ce grand triangle de glace qui est parfait pour la photo. La conséquence de tout ça, c'est qu'il a fallu tout de suite s'enfuir parce que la glace sur laquelle nous avions fait notre camp temporaire, on était en train de partir au large. L'exercice imposé dont je parlais tout à l'heure, celui des manchots, ça c'est un exercice pénible, il faut le reconnaître, parce que c'est ça les manchots le plus souvent, ils sont là. On a l'impression que même eux, ils n'ont pas envie d'aller dans l'eau. Ils vont marcher plusieurs kilomètres pour arriver au bord de la banquise, et puis tout à coup ils s'arrêtent, ils regardent l'eau, et ils restent comme ça des heures. Sauf que si vous vous asseyez à côté d'eux, en attendant aussi qu'ils veuillent bien se mettre à l'eau, au moment où ils plongent, c'est fini. Ils plongent et ils partent chercher la nourriture pour les petits, ils ne vont pas poser pour les photographes. Donc il faut aller les attendre dans l'eau. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus pénible. Il a fallu parfois attendre comme ça jusqu'à 5h30 dans cette eau à moins 2 degrés. C'est donc évidemment pas tout à fait simple. Mais ça vaut la peine, parce qu'on a droit à ce décollage de ces animaux d'une grande virtuosité, ces avions à réaction presque. Comment avons-nous osé appeler ces oiseaux des manchots? Comment avons-nous osé leur donner un nom, le nom d'un handicap, alors qu'ils sont absolument adaptés à leur univers? Leur univers, c'est l'océan. N'oublions pas que même si on a pris l'habitude de voir des manchots en train de marcher, parce que c'est rigolo, la vérité c'est que 90% de leur vie est sous l'eau. Ils sortent que à la saison pour pondre, et puis ensuite le temps que les poussins soient prêts à retourner à la mer. Non, sous l'eau c'est vraiment des avions parfaits. Ils vont aussi vite que des poissons, si ce n'est plus. Ils sont d'une grâce évidemment exceptionnelle. Je dirais même que Dieu est un manchot parfois. Et ils sont là à arpenter le bord de la banquise avant de partir pour aller se nourrir. On est au début de la saison, comme je vous disais, avec ces eaux extrêmement claires et donc extrêmement froides. L'eau est à moins 1,8, moins 2, c'est-à-dire le point de congélation de l'eau de mer. Par contre, sur Terre, par moments, ça se radoucit un petit peu et ça commence à fondre. Et alors l'eau douce, puisque la surface est plutôt de l'eau douce, les glaciers du continent, cette eau douce coule dans la mer, et elle par contre elle se fige immédiatement, c'est ce que l'on voit là, ce sont des sortes de cascades d'eau douce qui au fur et à mesure qu'elle coule dans l'eau de mer, se gèlent instantanément le long des parois des îles desquelles elles proviennent. Cette eau est tellement froide encore, puisqu'on est au tout début de la saison, que même l'eau de mer parfois se remet à geler.
Ce que l'on voit là, c'est un petit radoucissement, la surface se met à geler, et puis comme il y a une petite houle, une brise thermique qui est là, et bien tout ça est brassé en permanence, et on est dans une sorbetière. Ce que vous voyez là, c'est un sorbet de glace de mer, tout simplement, et c'est des images inédites, puisque jusqu'à présent, les photographes, les quelques photographes qui avaient eu l'occasion de plonger dans ces régions-là, ils ne peuvent y aller qu'en fin de saison ou au milieu de l'été, quand ce phénomène n'existe plus. La glace continue de prendre. On est tellement près du point de congélation de l'eau de mer qu'il suffit d'une petite poussière, une aspérité ou des algues, les kelps, pour que tout à coup la glace de mer se remette à givrer et forme tous ces cristaux de glace. Il y avait des champs entiers, regardez le petit plongeur en haut à gauche, il est au milieu d'un champ de kelp qui est complètement pris dans les cristaux de glace. Quelques semaines seulement après, c'est fini, le champ est libre, ces grandes algues sont totalement libérées de la glace. Hélas, au niveau du ressenti, on est toujours dans de l'eau à moins 2 degrés, mais il y a quelque chose qui a quand même changé, qui fait qu'il n'y a plus ces cristaux de glace. Ce qui m'intéressait évidemment, c'était les fonds marins, les fonds rocheux, le continent antarctique, là où la vie allait se développer. Là, on est dans cette photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez symbolique. Il y a la banquise et puis il y a ces îlots rocheux qui remontent jusqu'à la surface, qu'on ne voit pas forcément en surface, sauf quand on a compris que là où il y a un chaos de glace, c'est que dessous il y a quelque chose qui perturbe la banquise et donc une île ou un sec rocheux qui remonte jusqu'à la surface. Le meilleur tremplin pour aller vers les grandes profondeurs. Et en chemin, évidemment, près de la surface, il y a quand même une vie, parfois une vie originale. On a vu les manchots, évidemment. Il y a des choses plus étonnantes, des méduses, et surtout les habitants des méduses. Toutes les méduses là-bas avaient leurs propres habitants. Ces petits crustacés, des isopodes parasites, ou en tout cas commensaux, qui vivent à l'intérieur de la méduse, qui s'accrochent dans la chair souple de la méduse et dont elle se nourrit des restes. Moi, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de pénétrer sous la banquise, aller chercher ces chaos. On a vite éliminé l'idée de faire un trou dans la glace parce que c'était tout simplement une journée de travail pour faire un petit trou de 80 cm de diamètre. Et honnêtement, quand vous êtes au-dessus d'un petit puits de 80 cm de diamètre, c'est-à-dire à peine 1 cm plus large que le recycleur et tout ce qu'on avait sur le dos, c'est pas franchement encourageant et surtout ça demande beaucoup de temps. Ce que nous cherchions en fait c'était ça, des fissures naturelles qu'il suffisait ensuite d'agrandir un petit peu, des trous de phoques, puisque les phoques font leurs trous dans des endroits bien stratégiques où la glace est moins épaisse. Et c'est par là que nous pénétrions l'univers subaquatique de l'Antarctique. Dans des configurations très lourdes, on était vraiment engoncé dans un matériel, imaginez jusqu'à 5 couches de sous-vêtements sous nos combinaisons étanches, dont une couche de chauffage, une couche électrique, on avait une sorte de couverture électrique qui nous entourait tout le corps, et malgré cela on a quand même beaucoup souffert du froid, mais ça nous a permis de repousser ses limites jusqu'à ce que je disais 5h30 avec les manchots, 3h45 en plongée profonde. Alors au début on est là, la roche est tout près de la glace, il y a des puits de lumière partout et les animaux se faufilent dans ce labyrinthe beaucoup mieux que nous. Les phoques de Weddell bien sûr qui sont là dans ces millefeuilles de glace, ou sous le sorbet, ce sorbet qui est déjà coloré par des algues symbiotiques, parce que là, ça y est, la lumière est revenue, donc les algues commencent à se pousser et colorent la glace, souvent par deux, puisqu'on est au tout début du printemps et les femelles viennent de donner naissance, donc on a souvent des suitées, la mère et son petit. Il est très probable que ce jeune phoque de Weddell, ce soit peut-être son premier bain, sa première plongée. Je ne sais pas s'il se souviendra de nous, mais nous, on se souviendra de lui longtemps. Alors, on est en Antarctique. Les animaux, encore une fois, n'ont jamais été chassés. Faire une photo comme ça en Arctique, c'est phénoménal. Ou alors, il faut mettre des appareils fixes avec des pièges photos parce qu'ils ne s'approchent pas de l'homme. En Antarctique, je ne dirais pas qu'ils sont curieux. Ce n'est pas des otaries joueuses surexcitées, un peu folles, comme on peut voir dans plein de régions. Mais ils sont un peu indifférents et donc on peut les approcher. On sent une sorte de curiosité timide
Voilà, un peu de naïveté quand ils pensent que je ne l'ai pas vu là. Évidemment que je l'ai vu. Et surtout des animaux rencontrés dans cette ambiance magique, quoi. Cette glace qui se mélange à la roche, qui crée un univers complètement chaotique dans lequel ils se dissimulent, se cachent, vous voyez, la mer elles sont petits encore, et dans lequel on évolue comme si on était en plongée spéléo finalement, puisqu'on est souvent il n'y a souvent qu'une seule sortie, une seule entrée, et il faut se déplacer là-dedans, dans cet univers où parfois vous voyez, la glace reprend plus belle sur la roche au fond. C'est parfois même assez ténu, les places qui restent dans lesquelles on peut circuler. On peut aussi, on pourrait croire là des constructions humaines, un sol qui a été pavé dans un passé lointain, pour ceux qui ont lu la Nuit des temps de Barjavel, des civilisations cachées sous l'Antarctique. Bref, c'était de la science-fiction, mais quand on voit ça, on se dit mince, peut-être qu'il avait raison. En fait, c'est le travail de la glace qui, siècle après siècle, millénaire après millénaire, lime la roche et l'aplatit comme ça, comme si c'était des allées de dalles de roche. Donc, on progresse dans ce chaos de glace, ce chaos multicolore, on progresse pour trouver le passage vers les grands fonds. Et quand on arrive dans ces eaux ouvertes, d'abord ben, c'est spectaculaire, voilà, c'est des lumières, des couleurs qui n'appartiennent pas à l'imaginaire, à l'idée que l'on se fait de l'Antarctique. On est dans un continent monochrome. Et quand on passe sous l'eau, c'est un arc-en-ciel quasi permanent sous cette banquise colorée par les algues. Et dans cette eau extrêmement claire. Les animaux, eux aussi, sont là très colorés. Des animaux qu'on pourrait croire n'appartenir qu'aux régions tropicales, très diversifiés, des crinoïdes géants comme ça, un peu partout. Sur 1 mètre carré, parfois on voit une multitude d'animaux. Il y a cette sensation de l'oasis, des fois on est dans des déserts de vases et soudainement on a des amoncellements de vie où sur 1 mètre carré, tout à coup c'est une montagne d'éponges, d'acidis, de vers marins, d'étoiles, de concombres de mer. Et il y a comme ça ces fonds constellés d'animaux que l'on croyait n'appartenir qu'à d'autres latitudes. Après, il y a les animaux qui sont vraiment typiques aussi, évidemment, de l'Antarctique, comme le pantopode, cette espèce d'araignée géante, d'un point de vue biologique, beaucoup plus proche des araignées terrestres, du mygale, que d'un crustacé marin. Beaucoup plus proche. Ce n'est pas d'ailleurs un crustacé. C'est un arthropode marin, mais ce n'est pas un crustacé. Très très grand, jusqu'à 30-40 cm de diamètre, et pourtant un corps quasiment absent. On a l'impression que ses pattes se rejoignent en un point où ils ont oublié de mettre un corps. Le corps est tellement réduit d'ailleurs que tous ses organes vitaux ne peuvent pas tenir là, donc les organes vitaux sont dans les pattes, son tube digestif, son appareil génital, tout ça est dans les pattes du pantopode. Pour vous dire la vérité, le pantopode n'existe pas que en Antarctique. En fait, il existe partout, à toutes les latitudes. On peut le voir chez moi à Carmen-Plage, on peut le voir à Brest, partout. Mais aux latitudes tempérées ou même tropicales, ce sont des animaux insignifiants qui font quelques millimètres, qui passent totalement inaperçus et qui ont pris des tailles de géants dans les régions polaires. Il y a aussi des vers géants et qui nagent. Il y a des crustacés qui eux aussi ont décidé de nager ou de marcher sur la roche. Eux aussi, ce sont des isopodes, donc des crustacés qui, à nos latitudes, font que quelques millimètres et qui là ont des tailles de homard. Voilà. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons qu'il est possible de faire des baptêmes de plongée en recycleur, des baptêmes normaux, bon, allez, c'est passé en apnée, en scaphandre moderne ou ça vaut le coup, le baptême de recycleur, et le tout gratuitement toute la journée. Nous vous attendons très nombreux à la piscine. Donc maintenant, on va le faire en anglais, je pense. Ladies and gentlemen, voilà. we would like to remind you that at the swimming pool, bref, you can test any kind of diving that you want, the classic one, the one with rebreather, the free diving. Ceci dit, ça vaut le coup de regarder en détail l'image, parce qu'il n'y a pas que le poisson, on voit qu'il y a mille et autres choses autour. Pour vous dire à quel point c'est vraiment riche. Il y a une vraie diversité présente en Antarctique. Sur Terre, sur le continent, en tout cas du monde urbique, c'est moins de 10 espèces. 2 manchots, 2 phoques, quelques oiseaux. Moins de 10. Il y a beaucoup plus d'espèces dans le Sahara. C'est beaucoup plus désertique en fait.
Sous l'eau, on est à plus de 9000 espèces qui ont été décrites. Je dis bien des espèces décrites, pas par des plongeurs, hélas, par des engins de pêche, des captures, des animaux qui ont été décrits mais qui n'ont jamais été observés vivants dans leur milieu. Chaque jour, nous faisions la collecte d'images d'animaux jamais illustrés vivants auparavant. Là, en plus, ce poisson-là est peut-être en plus une nouvelle espèce pour la science, c'est-à-dire même pas décrit. Et autour, il y a toutes ces créatures étonnantes. Celui-là est un petit peu plus connu, il a été baptisé le dragon de Shackleton, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la conquête de l'Antarctique. Shackleton a été un des plus grands aventuriers de l'Antarctique, puisque un des seuls à ramener toute son équipe vivante après presque 2 ans et demi de naufrage. Donc c'est une histoire extraordinaire, ça lui a valu au moins le nom d'un poisson. Et puis d'autres qu'on n'a pas pu décrire, ce poisson-là non plus. Et puis voilà, c'est toujours cette vie omniprésente un peu partout, cette blancheur aussi qui revient chez beaucoup d'animaux, chez les mollusques en particulier, on va le voir un peu plus loin. Les mollusques là-bas sont tous décolorés. Même la pieuvre des glaces. C'est sans doute la première photo de la pieuvre des glaces d'ailleurs, qui est toute petite, une vingtaine de centimètres, qui d'ailleurs, pour les naturalistes, n'est pas un octopus. Les octopus ont 2 rangées de ventouses sur leurs 8 pattes, alors que l'hélédone n'a qu'une rangée de ventouses sur ses 8 pattes. D'autres créatures improbables, ces petits crustacés étonnants, qui là ne sont pas dans les cristaux de glace, ils sont dans le duvet d'un poussin empereur piégé par la glace qui s'est noyé et qui a coulé jusqu'au fond. Il profitera à d'autres. Des crustacés étonnants qui se mélangent dans le sable, parfaitement mimétiques, et toute une série de poissons, je suis obligé de ne pas tous les mettre, mais des animaux dont, pour celui-là, je ne peux pas vous donner de nom, personne n'a été capable de donner le nom de ce poisson. Et au-delà de ces espèces, souvent jamais illustrées, parfois même pas décrites, surtout des décors, des écosystèmes d'une richesse incroyable. Évidemment, en allant profond. C'est pour ça que c'était pas très connu. Quand on plonge en Antarctique, de 0 à 10 mètres, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir que de 0 à 10 mètres, il y a des changements de salinité très très forts, donc forcément la vie n'aime pas ça, les changements de salinité, surtout quand on est dans des conditions extrêmes. Et puis petit à petit, le milieu est toujours aussi froid, mais il est beaucoup plus stable. Et avec cette stabilité, beaucoup d'écosystèmes ont su s'épanouir. Et honnêtement, si je ne vous avais pas depuis déjà 10 minutes rabâché que nous étions en Antarctique, est-ce que vous le croiriez juste avec ces images? Pour moi, ça ressemble à des décors des Caraïbes. Pour être précis, je dirais le Belize, les Antilles. C'est-à-dire beaucoup d'octocorallières branchues et souples qui se dressent au-dessus du fond, comme ça, à perte de vue, et très diversifiées en plus dans leur jardin. On parcourait ça, et plus on descendait profond, et plus on trouvait ces écosystèmes-là extrêmement variés. C'est véritablement très riche, et alors parfois c'est très coloré, et parfois on retrouve cette blancheur, avec ces limaces de mer de très grande taille, qui sont dans des champs cachés au milieu des champs d'hydraire, aussi blancs, ces forêts de champignons, des acidus, et tout ça dans cette pénombre des grandes profondeurs, une lumière qui change énormément selon que l'épaisseur de la glace, selon que l'on est en mer ouverte ou précisément sous la banquise. Voilà ce que nous allions chercher, et on a été plutôt comblés. Même si, évidemment, ça coûtait cher, et je ne parle pas que d'argent. Ça coûtait cher en énergie, parce qu'ensuite il faut remonter, bien sûr. Alors on avait ces fils d'Ariane lumineux, qui sont une invention géniale d'une société française, qui nous permettait de retrouver notre chemin. C'était vraiment obscur, même si la lumière nous guidait aussi parfaitement. Et puis surtout, il fallait, comme toute plongée profonde, vous savez, ça veut dire beaucoup de décompression. Une décompression qui peut vite devenir insupportable avec une température à moins de 2 degrés. Heureusement pour nous, d'abord on avait des sites très abrupts, ce qui faisait qu'on n'a jamais fait de plongée profonde en pleine eau, ce qui était vraiment insupportable et je pense même inadmissible pour mon équipe.
ça va bien, hein, 5 heures de palier avec le sélacanthe, d'accord, c'est d'un boulot tropical, mais là, 5 heures de palier, là, non. Voilà. Heureusement pour nous, ce qui nous a fait tenir aussi, c'est que pendant ces paliers, les découvertes continuaient, les observations continuaient. Nous étions en permanence sous cette sorbetière géante qui se colore avec les manchots, et puis le dessous de la banquise était peuplé. Il y a des poissons qui vivent leur vie entière sur la glace, à l'intérieur des fissures, des glaçons, des icebergs, entre les cristaux de glace. Il y a toute une série de poissons qui ont développé même de l'antigène dans leur sang, des protéines antigènes, parce que n'oublions pas que l'eau de mer ne gèle pas parce qu'elle est très salée, mais le milieu intérieur d'un poisson n'est pas autant salé, donc en toute logique il devrait être figé. Il ne l'est pas parce qu'il possède des protéines antigènes dans le sang. Nous avons cru découvrir cette espèce, l'anémone des glaces, une anémone incroyable, puisque par définition une anémone, donc un corps mou, capable de creuser la glace la plus dure pour loger son pied et pendre comme ça sous la banquise. On était persuadés que c'était une découverte, parce qu'il y en avait des milliers et des milliers et des milliers qui sous les plafonds de la banquise, et personne ne nous en avait jamais parlé. On s'est dit c'est nouveau, c'est tellement évident, on en voit partout, donc c'est forcément quelque chose de nouveau, sinon tout le monde l'aurait vu. Notre joie n'a pas duré très longtemps, on s'est aperçu qu'elle avait déjà été décrite seulement 1 an auparavant par une équipe américaine. Alors dans un premier temps, par complexe d'infériorité, on s'est dit ah ben oui, les Américains, évidemment. Voilà. Et puis on a repris du poil de la bête et on a quand même nourri notre ego d'une autre manière en se disant que ces Américains-là avaient décrit cette espèce après un programme de recherche de 10 années avec des robots sous-marins. Moi, ce que je veux dire, c'est pas qu'on est bon, c'est surtout de vous dire à quel point les robots sont mauvais. Voilà. Parce que s'il faut 10 piges pour trouver une petite anémone qu'on a trouvée au bout de 2 jours en plongée, on dit qu'il y a vraiment un problème et que la plongée humaine a encore de l'avenir, en tout cas là où on peut s'affranchir des contraintes de profondeur et de froid. On a aussi été les témoins d'un beau spectacle. Ne se sont pas figées parce que précisément elles sont extrêmement salées, et si la banquise craque, cette eau sursalée elle est donc très lourde et elle se met à couler, tout simplement elle coule, et comme elle est très très froide, plus froide que l'eau de mer et très salée, elle va givrer l'eau de mer autour de sa chute et former ces stalactites. Alors oubliez le concept du stalactite qui met des millénaires pour pousser, ça pousse en quelques heures et c'est très éphémère, hein. Ça pousse, ça crache de l'eau extrêmement salée à leur extrémité, et puis quand ça s'arrête, quelques heures après, ça disparaît aussi. On a fait ça le temps d'une plongée, et quand on y est retourné le lendemain pour continuer à faire des images, elles avaient presque toutes disparu, alors que là, la veille, voilà, 4 mètres de long, et le lendemain, presque plus rien. Voilà les fins de plongée qui nous faisaient supporter le froid pendant ces paliers obligatoires qui méritaient finalement pas mal de temps, et je dois avouer que parfois on est resté 1 heure, 1 heure et demie de plus que les paliers imposés, un comble quand même dans des conditions de plongée pareilles, tellement le spectacle en valait la peine. Alors évidemment après pour sortir de l'eau, on n'est pas aussi rapide qu'eux, hein, c'est juste hop, un petit bond il sort de l'eau. Nous c'était entre la sortie de l'eau et le moment où on était enfin, je sais pas moi, en train de manger un morceau enfin, c'était 6 ou 7 heures. Voilà. Le temps de sortir de l'eau, de remballer tout ce matériel, de refaire les véhicules, puisque parfois nous étions à plusieurs heures de véhicules à chenilles de la base, repaquer le matériel, aller jusqu'à la base, le déployer, faire sécher le matériel d'un jour sur l'autre, parce que dans ces températures-là, si on repartait avec, surtout les recycleurs, s'ils étaient mouillés à l'intérieur, du fait de nos respirations d'ailleurs, là ça marche plus. Voilà. Donc il fallait absolument tout nettoyer, tout sécher. Voilà. C'était quand même très très lourd, mais on sait pourquoi on l'a fait, pour avoir pu être dans ces univers incroyables, ces décors de science-fiction, et cet univers qui nous a permis en plus de réaliser une sorte de fantasme, un fantasme qui est dans la mémoire collective, dans l'imaginaire collectif, qui n'est rien d'autre que la face cachée de l'iceberg, celle qu'on dit invisible, hein, on ne peut pas voir la face cachée de l'iceberg. Là-bas, on a eu une chance énorme d'arriver donc en début de saison avec ces eaux extrêmement claires,
Et donc on a pu photographier un iceberg en entier. Un petit iceberg, c'est pas quelque chose qui fait plusieurs kilomètres de long et 500 mètres de haut. Mais voilà, quand on veut garder ses rêves, il faut commencer par perdre ses illusions. Donc photographier un iceberg, oui, mais pas un trop gros quand même. Et avec toute une technique qui a demandé quand même 3 jours de mise en place. Et donc vous verrez le secret de cette photo dans le film qui passe le 28 janvier sur Arte à 20h50, où on raconte tout le making-of de cette photo un peu spéciale. Voilà pour un petit tour de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vécu et ressenti en Antarctique. Un projet qui n'a jamais été aussi collectif. Évidemment, en général, dans nos expéditions, on est plutôt nombreux. Je ne pourrais pas partir en solitaire comme Vincent Munier part tout seul avec sa luge sur la glace. Nous, c'est un vrai travail d'équipe et jamais, vraiment, jamais, j'ai senti mon équipe aussi proche de moi. Je pense que l'exercice a été tellement douloureux que même si c'est des vieux copains de plus de 15 ans pour certains, jamais on s'est senti aussi proche. Moi, jamais je me suis senti autant soutenu par eux dans ce travail qu'on est loin de regretter, mais que quand on nous propose l'idée d'y retourner, on est partagé entre un double sentiment de vouloir y aller, parce que mon sentiment à l'issue de cette expédition, c'est que sincèrement on a survolé le sujet. Il reste 1 milliard de choses à faire encore là-bas. Donc il y a cette envie de continuer, et puis il y a aussi le souvenir d'une douleur immense de 7 mois pour récupérer tous mes orteils et d'un épuisement que je n'imaginais même pas pouvoir atteindre. Certains d'entre nous ont dormi pendant 5 jours à la fin du voyage, le temps de la traversée du bateau. Ils n'ont pas fait autre chose que dormir pendant ces 5 jours de retour. Mais pour finir, ça valait la peine. Et surtout, je crois que l'expression « valoir la peine » a dû être inventée pour cette expédition. Voilà. Merci pour votre attention. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, je crois qu'il ne reste que 5 minutes, mais s'il y a quelques questions, peut-être d'ordre plus technique, parce que j'ai beaucoup parlé de ce qu'on avait vu, de ce qu'on avait ressenti, mais pas forcément de comment on l'avait fait. Donc n'hésitez pas, il y a quelques minutes, et puis voilà. Alors nous avions la question des profondeurs. Nous avions l'autorisation officielle de plonger jusqu'à 70 mètres. Voilà. Combien vous avez découvert de nouvelles espèces? Eh ben, alors, des espèces vraiment nouvelles, non décrites, je pense qu'on en a à peu près 3, sans doute. Un poisson, 2 invertébrés, donc une anémone, pas l'anémone des glaces, mais une autre. Sans doute 3. Mais ça, ce sont sans doute des espèces nouvelles, puisque personne n'a pu les identifier. Par contre, on ne peut pas créer un nom d'espèce sans échantillonner l'espèce. Donc elles resteront non décrites, puisque moi je me refuse de passer autant de temps à essayer de sublimer des animaux vivants dans leur milieu pour ensuite le capturer, le mettre dans un bocal avec de l'alcool ou du formol et puis le remonter. Donc j'ai rien contre le fait de le faire, de décrire les animaux, ma foi, pour la science, bien sûr qu'il faut le faire, mais je ne vois pas faire ça dans la même démarche. Donc ça c'est le fait. Par contre, tous les jours, à chaque plongée, nous remontions en surface avec des animaux jamais décrits, mais jamais illustrés vivants, jamais observés vivants dans leur milieu. Souvent, il y a des animaux, voilà, qui sont simplement, pas souvent, pour 99% des animaux marins, ils sont connus une fois qu'ils ont été capturés, qu'ils sont morts et qu'on les dissèque, qu'on les étudie, qu'on leur donne un nom. Là, ils ont été illustrés pour la première fois, et ça, c'était chaque jour que nous en remontions quelques-uns.
Oui, Laurent, petite question de photographe et vidéo-installateur. Les contraintes liées bien sûr à la température et tout ce qui a trait à la photo, l'éclairage, comment vous avez réussi cet exploit? Alors, déjà, il faut le faire par étapes. D'abord, les contraintes de la plongée. Donc, il a fallu adapter nos recycleurs, par exemple. Nos recycleurs, moi, ces 10-15 dernières années, j'ai eu tendance à tout miniaturiser, à essayer de minimaliser, d'en prendre le moins possible, parce que c'est pas forcément un gage de sécurité d'en rajouter. Parfois, ça va même dans l'autre sens. Donc moi, ces 15 dernières années, je suis allé dans ce sens-là. Or là, quand on se retrouve dans ces énormes combinaisons où on n'a aucune flexibilité, avec des gants énormes et des mains gelées, tous ces efforts de miniaturisation, ça allait à l'encontre de ces plongées où au contraire il faut des gros mousquetons, des choses plus faciles à manier. Donc il a fallu déjà changer tout ça. On a fait rajouter un grand nombre d'inflateurs pour chaque gaz à connecter sur le recycleur. En général, on débranche une bouteille, on branche une autre à la place. Ça, je savais qu'on ne pourrait pas faire ces manips-là. Donc chaque bouteille avait un inflateur pour pouvoir être intégré, pour pouvoir être envoyé dans le recycleur sans avoir de manip à faire. Ensuite, il y avait le risque de givrage des détendeurs. Donc j'ai changé tous les détendeurs. C'est pas rien, hein. Sur un scaphandre, il y a 6 détendeurs quand même. Enfin, un scaphandre complet pour plonger profond. Donc tous les détendeurs de base du recycleur, je les ai tous changés par des détendeurs spécifiques, des Aqualung Glacia, que j'ai mis sur toutes les bouteilles, que ce soit les bouteilles internes au recycleur, sur les relais. Et ma foi, je dois dire qu'avec le Glacia, on a eu absolument zéro givrage pendant l'expédition. Voilà. Alors c'est vrai qu'en recycleur, on tire beaucoup moins sur les détendeurs, donc déjà ils sont déjà un peu plus préservés, mais quand même en circuit ouvert, c'était étonnant de voir que j'ai des souvenirs de 10 ans auparavant, où même avec les meilleurs détendeurs, ça finissait toujours par givrer, et là ça fonctionnait plutôt très bien. On avait déjà éliminé ce problème-là. Je passe sur les chauffages électriques, tout ce que je vous ai raconté, ça a été très compliqué. On les a poussés tellement fort, en pleine puissance, sur des durées tellement longues, que ça finissait par faire fondre les soudures. Et donc on a des traces de brûlure un peu tous sur les cuisses, enfin, voilà. C'était de la torture. Et voilà, je passe les moments où, parce qu'une prise d'eau, il y a eu des séances, vous savez, les systèmes électriques pour faire de la musculation chez soi, là, le Sporelec, voilà. J'ai vu un de mes camarades comme ça, tout à coup au papier, partir dans une séance de Sporelec, il était plié en deux par les 40 ampères qui passaient. Ceci établi, je le dis, c'était rigolo à voir. Ça reste du matériel qui a été redoutablement efficace et qui nous a permis finalement de pulvériser tous les records de temps de plongée polaire, jusqu'à 5h30 dans des plongées dans 20 mètres d'eau, jusqu'à presque 4 heures sur des plongées profondes. Et ça, c'est vraiment grâce à ce système de chauffage électrique. Donc voilà, il y avait de temps en temps quelques défaillances parce qu'on l'a poussé vraiment au maximum. Mais c'est ce qui nous a permis de faire ces plongées très très longues. Et puis pour la photo, j'ai eu quelques soucis, en particulier avec les flashs, les batteries des flashs, qui avaient du mal dans les très très basses températures à fonctionner. Et c'est vrai que quand on se retrouve très profond, tous ces efforts, et que tout à coup les flashs au bout de 10 photos s'arrêtent, ça c'est un coup dur. Mais voilà, apparemment c'était aussi des problèmes qui ont été résolus depuis, puisque j'ai fait un petit retour sur le matériel, et je sais que si j'y retourne, au moins à ce niveau-là, il n'y aura plus de problème. Voilà. Bon, je crois que de toute façon, ça y est, ça fait 1 heure, il faut que je sorte de la place. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il y a un livre, évidemment, qui illustre tout ça, qui est un petit peu plus loin, et qu'il n'en reste pas beaucoup. Voilà. Bonne fin de soirée. Merci.